Merci. Oui. Alors tout d'abord, un grand merci à l'Institut d'études anciennes et médiévales, et en particulier à Anne France pour l'invitation, et merci d'être venu m'écouter. Neuchâtel est une région, ou plutôt aujourd'hui un canton suisse. Vous voyez une carte ancienne, Neuchâtel c'est ça. C'est un pays assez petit. Donc on dit aujourd'hui que c'est un canton suisse, c'est un État donc avec son Parlement, son exécutif, certaines lois qui lui sont propres, et c'est un État qui appartient à la Confédération helvétique, la Suisse. Donc jusque-là, rien de très étonnant. La question est de savoir si le pays de Neuchâtel est suisse depuis toujours. Et là évidemment on serait tenté de répondre par la négative, parce qu'on sait très bien que Neuchâtel n'a adhéré au pacte fédéral, donc à l'alliance avec les autres cantons suisses, qu'en 1814. Non, de plus, on peut répondre non, parce que la Suisse elle-même n'existe pas non plus depuis toujours. Sa fondation mythique remonte à 1291, et sa constitution est une lente histoire qui s'étend jusqu'à la fondation de l'État moderne en 1848. Et pourtant, il aurait existé, déjà au temps des Helvètes, ce sont l'équivalent des ancêtres gaulois des Français, une ville à l'emplacement de Neuchâtel, une ville peuplée d'Helvètes. Au Moyen-Âge, nos ancêtres, donc je parle à la première personne, les ancêtres des Neuchâtelois, se seraient battus constamment aux côtés des Suisses dans toutes les grandes batailles fondatrices de l'identité nationale suisse, comme celle de Saint-Jacques en 1444 ou celle de Morat en 1476. Les régiments mercenaires et les marchands neuchâtelois auraient bénéficié dans l'Europe moderne de privilèges qui étaient normalement réservés aux Suisses. Les relations d'alliance, de combourgeoisie, tous les traités entretenus avec d'autres villes helvétiques comme Berne, Fribourg, Soleure ou Lucerne auraient aussi fait des Neuchâtelois des Suisses. Tout ça concourt à faire des Neuchâtelois des Suisses par excellence, et cela depuis toujours. C'est là une pensée que l'on désigne sous le terme de l'indigénat helvétique. Et ça, c'est un concept dont on va peut-être avoir l'occasion de reparler. Alors tous ces faits que je viens d'énoncer, ce sont des interprétations historiques plus ou moins vraies ou carrément fausses, mais en tout cas souvent assez abusives ou partiales, qui ont été répétées encore et encore, surtout depuis que Neuchâtel est devenu un canton suisse en 1814, et surtout depuis que Neuchâtel est devenu une république en 1848. Ce genre d'interprétation par après, en tant qu'historien vous devez être familier, ce sont des visions téléologiques de l'histoire. On cherche à considérer des événements disparates finalement comme tendant dès le départ vers un seul but. Et cette vision est bien exprimée par un certain Philippe Godet, qui est disons, un artiste neuchâtelois du XIXe siècle, qui est l'auteur de la pièce de théâtre historique Neuchâtel suisse, commandée par l'État à l'époque pour célébrer le cinquantenaire de la République en 1898, et dont l'objectif avoué était de mettre en valeur le caractère suisse de Neuchâtel. Voici ce qu'il nous dit en parlant de sa pièce. Il importait de montrer, par une série de tableaux empruntés à notre histoire, que le pays de Neuchâtel avait, dès les plus anciens temps, recherché l'alliance et l'appui des cantons suisses, mêlé ses destinées aux leurs et tendu à une union toujours plus étroite avec eux, qu'il avait en même temps poursuivi avec ténacité, sous les divers régimes auxquels il fut soumis, l'accroissement de ses libertés, jusqu'au jour où, en proclamant la République, il réalisa sa complète émancipation et l'union sans partage avec la Confédération suisse. On retrouve en fait ce genre de vision dans toutes les histoires à caractère national, pour la simple raison que ce genre de raisonnement fait partie de la construction des États-nations, pour lesquels il est nécessaire de forger une histoire commune, souvent à des peuples qui sont autrement séparés par des réalités géographiques, par des langues différentes ou des religions différentes. C'est en tout cas le cas de la Confédération helvétique. L'histoire agit et est utilisée comme un moyen d'identification commun. Ce qui est particulier à Neuchâtel peut-être, c'est la présence de ce genre de thèse historisante ou historique avant l'inclusion de Neuchâtel dans la Suisse.
C'est au fond la présence de penseurs, d'hommes politiques ou d'hommes de plume qui étaient convaincus qu'entrer dans la Suisse était forcément le meilleur chemin que pouvait prendre le pays de Neuchâtel. Et si de tels hommes ont vu le jour et ont été prêts à mettre leurs ressources au service d'une telle idée, c'est peut-être aussi que les circonstances l'exigeaient à certains moments. Neuchâtel, par son histoire particulière, a en effet longtemps été ballotté entre différents destins. Dans la période qui précède l'inclusion de Neuchâtel dans la Suisse, le pays connaît un régime assez particulier. Devenu au cours du temps une sorte d'État souverain, Neuchâtel est la propriété privée d'un prince lointain, le roi de Prusse. Vous voyez ici une carte des États prussiens dont Neuchâtel est assez séparé géographiquement, mais relève tout de même. Donc, Neuchâtel est la propriété privée de ce roi de Prusse depuis le procès de 1707 et jusqu'à la Révolution de 1848, j'y reviens. C'est important de souligner que ce tout petit pays aurait pu connaître des destinées totalement différentes. Pour peu, le pays aurait pu être annexé à la France. Il aurait aussi pu connaître un statut d'indépendance relative encore aujourd'hui, comparable par exemple à celui de la principauté du Liechtenstein ou d'autres petits États qui ont survécu à l'absorption par les blocs des États-nations au cours de l'époque moderne. Au cours des siècles, la question du statut du pays de Neuchâtel et surtout la question de son inclusion dans la Suisse en formation, juste à côté de lui, s'est posée avec sérieux à plusieurs reprises. Peut-être pour vous donner un bref historique, au Moyen-Âge, Neuchâtel était un comté qui relevait du Saint-Empire. Après l'extinction de la famille des comtes de Neuchâtel au tout début du XVIe siècle, le pays est passé aux Orléans-Longueville, des princes de sang français. À la mort de Philippe de Horberg, le dernier des comtes, en 1503, sa fille Jeanne, héritière du comté de Neuchâtel, va épouser Louis d'Orléans, prince du sang. Et on assiste à ce moment-là à une réaction assez violente des cantons suisses. On est en pleine guerre d'Italie et la France est l'ennemi numéro 1 de la Confédération suisse. Le passage de Neuchâtel à des princes français à cette époque conduit les cantons suisses à occuper militairement le comté de manière préventive et à le faire gérer par des baillis entre 1512 et 1529, ce qui a laissé des traces sur l'administration et sur plusieurs bâtiments. C'est aussi l'occasion, par exemple, pour les Bernois de faire passer le pays à la réforme protestante en 1530 comme un cadeau empoisonné avant de rendre le pays aux princes français. Le règne des Orléans-Longueville est important parce que c'est un moment où la souveraineté du pays s'affirme le plus, notamment en réaction à un désir d'annexion de la part de la couronne française. Le comte va prendre le titre de comte souverain de Neuchâtel en Suisse, avant de revêtir celui de, par la grâce de Dieu, prince et seigneur souverain des comtés de Neuchâtel et Valangin dès 1618. En 1648 encore, Henri II de Longueville se fait confirmer par le traité de Westphalie le titre de prince et comte souverain de Neuchâtel en Suisse. Donc on voit déjà un effort d'intégration et puis un effort d'indépendance. À ce moment-là, tout lien juridique avec l'ancien Saint-Empire romain germanique est formellement rompu. En 1694, l'abbé d'Orléans, le dernier héritier mâle de cette famille, atteint de démence, meurt et il désigne par un testament le prince de Conti, qui est son cousin germain, alors que la régente et parente, sa demi-sœur Marie de Nemours, est aussi candidate. Il s'engage alors un balai diplomatique qui présage des événements de 1707, quelques années après. Le prince de Conti cherche à hériter de la principauté sur la base du testament. Les cantons suisses protestants sont inquiets, ils ne veulent pas du prince de Conti trop proche de Louis XIV et dans l'entrée en possession du pays de Neuchâtel signifierait tôt ou tard une annexion du pays par la France, ce qui stratégiquement serait une catastrophe pour la défense du plateau suisse. Le tribunal des trois États, qui est un tribunal souverain à Neuchâtel, va alors attribuer Neuchâtel à Marie de Nemours, demi-sœur de l'abbé d'Orléans, en appuyant une clause spécifique de la constitution du pays, qui est la clause d'inaliénabilité. Le pays ne peut pas être légué sans l'accord des corps constitués, des corps qu'on appellerait aujourd'hui démocratiques, mais qui ne le sont pas, et le testament de l'abbé Orléans est déclaré nul. Le prince de Conti lui fait recours à Paris, le Parlement de Paris évidemment lui attribue le pays, et on se retrouve dans une situation inextricable qui devient entièrement politique. On a deux cours de justice, deux parlements,
qui décide de choses différentes. Et Louis XIV va ordonner, en 1699, le 9 janvier, que la sentence du Parlement de Paris soit exécutée. Et il rassemble des troupes à la frontière neuchâteloise. Berne mobilise, Zurich craint de s'engager. La guerre va finalement être évitée grâce à une intervention providentielle de la diplomatie anglaise. Le roi Guillaume III d'Angleterre fait savoir qu'il émet à son tour des prétentions sur Neuchâtel. Et Louis XIV va devoir se retirer. On a le pasteur Osterwald, qui est une célébrité à l'époque, qui note « On eut avis de Paris que les ambassadeurs de l'empereur et de l'Angleterre, ainsi que les envoyés des princes protestants, avaient manifesté que si le roi de France faisait quelque chose contre Berne, cela serait pris comme une infraction à la paix de Ryswick, dans laquelle Berne et Neuchâtel étaient compris. » À la veille du conflit de succession d'Espagne, à cette époque, Louis XIV renonce, recule temporairement. En 1707, Marie de Nemours s'éteint et il s'engage à nouveau à un procès qui vise à trancher une succession disputée. Signalons qu'à cette occasion paraît à Neuchâtel un ouvrage qui s'intitule « Le tombeau des prétendants à la souveraineté de Neuchâtel et Valangin » ou mémoire par lequel on prouve que la dite souveraineté est dévolue au peuple après la mort de son Altesse Sérénissime, Madame la Duchesse de Nemours. C'est un pamphlet qui développe la théorie qu'après la mort de la souveraineté du pays devrait revenir à son peuple. L'idée est de devenir le 14e canton suisse à cette époque-là. On brûle ce mémoire sur la place publique. Néanmoins, le bruit va parvenir jusqu'au roi de Prusse qui s'en inquiète, mais la chose ne se fera pas, notamment parce que les cantons catholiques en Suisse ne permettraient pas qu'un canton protestant de plus rejoigne l'Alliance. Le procès de 1707 inclut de nombreuses recherches généalogiques à l'époque. On cherche à prouver que justement le roi de Prusse peut officiellement avoir des prétentions sur le pays de Neuchâtel. Et il est finalement désigné prince de Neuchâtel le 3 novembre 1707. La France encaisse très mal cette défaite diplomatique et durant toute la période prussienne, les diplomates français ne vont jamais reconnaître le caractère suisse de Neuchâtel et s'efforcent de toujours faire exclure Neuchâtel des traités de paix et d'alliance qui rangeaient généralement jusqu'alors le pays aux côtés des Suisses comme alliés et ils vont utiliser pour ce faire la corruption des cantons catholiques. Avec les menaces carrément militaires de Louis XIV, la nécessité d'être inclus dans ces traités d'alliance n'en apparaît que plus vive et le roi de Prusse lui-même en est conscient. En 1710 déjà, il demande au Conseil d'État neuchâtelois un mémoire qui contienne tous les fondements pour prouver l'indigène helvétique de Neuchâtel, lequel mémoire vous m'envoierez avec des copies authentiques des documents pour en convaincre non seulement les cantons évangéliques, mais aussi l'ambassadeur de France. Voilà pour le contexte historique réel. Maintenant, un texte en particulier a, depuis longtemps, et surtout au XIXe siècle, servi à démontrer l'appartenance historique et politique de Neuchâtel à la Suisse. Il s'agit de la Chronique des chanoines. Prétendument écrite durant la période médiévale par les chanoines de la collégiale de Neuchâtel, le manuscrit de la Chronique des chanoines aurait été retrouvé en 1714 par Samuel de Pury aux archives de l'État de Neuchâtel avant de disparaître dans le grand incendie qui ravagea la ville la même année. Depuis que le texte est connu, les chanoines sont salués pour la qualité de leur style, leur vision politique et leur humanisme en avance sur leur temps. Alors, tout commence par la découverte de ce manuscrit que je vais vous lire. Ce précieux manuscrit fut découvert par une sorte de hasard en 1714. Plusieurs missions et négociations auxquelles j'avais été employé m'avaient fait sentir l'urgente nécessité d'établir par une suite de traits historiques et diplomatiques l'immémorialité de l'indigène helvétique des Neuchâtelois que la France et quelques cantons catholiques, entre autres Fribourg et Soleure, paraissaient nous contester depuis 1707. Donc on retrouve chez Samuel de Pury la nécessité de remplir la mission que le roi de Prusse a confiée aux diplomates neuchâtelois. Pour ramasser des matériaux, je furetais partout aux archives. Là, un jour, occupé à fouiller dans un tas de rebuts, j'aperçus d'énormes in-folios délabrés et abandonnés au vert. C'était de très vieux missels, l'un de notre collégial, l'autre de l'abbaye de Fontaine-André, qui couvrait un manuscrit grand format de 4 ou 6 pouces d'épaisseur,
Un premier coup d'œil jeté dessus me le fit repousser par la difficulté de déchiffrer de vieux caractères presque effacés. Je ne sais par quel mouvement secret je revins à ce manuscrit. Après l'avoir mieux examiné, j'aperçus bientôt que ce gros livre contenait une espèce de journal historique de ce pays auquel divers chanoines avaient travaillé successivement. Une partie de la couverture manquait, et les 88 premières pages étaient emportées ou si gâtées qu'il n'était pas possible d'en tirer parti. Je m'emparai de ce vieux rogaton ainsi que des micelles, à la tête desquelles j'avais remarqué des feuilles en blanc couvertes d'annotations, dans l'espérance de m'instruire, par le manuscrit surtout, de plusieurs anecdotes propres à confirmer une vérité sur laquelle il m'a toujours paru que le bonheur et la sûreté des Neuchâtelois reposaient uniquement. Je veux parler de leur qualité de Suisse. Donc, vous l'aurez compris, on ne conserve malheureusement la chronique des chanoines que sous la forme d'extraits choisis par ce Samuel de Purie, ce qui a l'avantage d'excuser le caractère très très politique du récit. Cela parce que Samuel de Purie n'aurait gardé que les faits les plus intéressants. L'incendie de 1714 est un événement réel qui a modifié profondément l'architecture de la ville de Neuchâtel, on le sait. Le diacre Choupart, à qui la transcription du manuscrit aurait été confiée, a bien exercé ses fonctions de paléographe à l'époque. Toutes ces informations sont exactes et vérifiables historiquement. En plus, ce manuscrit a déjà été vu et utilisé par un autre personnage important de l'histoire neuchâteloise, le chancelier Georges de Montmolin. Celui-ci nous a laissé d'importants mémoires qui fournissent des exemples d'exploits diplomatiques, de liberté acquise par les Neuchâtelois à l'époque moderne, un autre texte d'une grande importance pour l'histoire neuchâteloise. J'ai oublié de vous lire une partie. Je n'avais encore extrait de ce manuscrit que les morceaux les plus directement relatifs à mon objet chéri. Blablabla. Avant mon départ et avec la permission du Conseil d'État, je remis ces livres au diacre Choupart, grand amateur et bon déchiffreur de vieilleries qui se faisait fait de copier le manuscrit des chanoines avec une version en langue moderne à côté des textes. Au retour de ma mission, j'appris avec un chagrin inexprimable la perte de ce manuscrit qui avait été négligemment abandonné aux flammes du grand incendie arrivé pour mon absence. Ce qui venait de se passer à Baden redoublait mes regrets sur cette perte, l'omission affectée vraiment cruelle par laquelle l'État de Neuchâtel fut le seul des alliés des Suisses qui ne se trouva pas nommé dans le traité. Donc Neuchâtel n'est pas inclus dans l'alliance protégée de la France. Et on trouve Choupart et ce grand incendie dont je viens de vous parler. Ces extraits de la chronique des chanoines dont Samuel de Purie parle vont être diffusés pour la première fois en 1778 dans un ouvrage dont le titre même est tout un programme. Il s'agit des recherches sur l'indigène helvétique de la principauté de Neuchâtel et Valangin de Jérôme Emmanuel Boive, alors chancelier d'État. Remarquons au passage que tous les personnages impliqués dans cette histoire occupent des positions importantes dans le gouvernement neuchâtelois. La chronique des chanoines, dont vous avez ici le titre tel qu'il a été, enfin, dans son édition paru en 1839, qui est une compilation qui comprend une chronique des guerres de Bourgogne, la chronique des chanoines, et puis le recueil d'un chanoine anonyme avec des descriptions épigraphiques et des pensées. Eh bien, ceci a été publié en 1839 et va avoir une grande influence sur la vie culturelle de Neuchâtel au cours du XIXe siècle principalement. Pendant longtemps, on ne remet absolument pas en cause l'authenticité des informations tirées de ce texte, et puis on va au contraire en sortir toute une sorte d'interprétation dans l'art populaire, dans les écoles, etc. Ici, vous avez un tableau de la défense d'un des cols pendant la guerre de Bourgogne, où participent, comme vous le voyez, enfin, comme vous pouvez le voir, des Bernois. Vous voyez la souris? Non, vous ne voyez pas la souris. Le chevalier au centre, l'officier, porte l'écusson de Berne sur le poitrail, alors que les drapeaux derrière sont ceux des bourgeoisies, des différentes communautés de Neuchâtel. Vous aurez des représentations de Neuchâtel et des Suisses en costume historisant. Vous avez la défense du Pan, de nouveau pendant les guerres de Bourgogne. Des pièces historiques où on représente ces événements avec de nombreux figurants en costume. Il s'agit d'un phénomène très suisse qui s'appelle les Festspiele, où on intègre justement toute la communauté pour des chants choraux, pour des défilés en costume.
Et c'est des sortes de célébration de l'identité nationale. Vous avez là différents extraits. En 1882, Auguste Bachelin, qui est le président de la Société cantonale d'histoire et d'archéologie, qui est assez importante à l'époque, déclare dans son discours d'une assemblée générale que la chronique des chanoines rapporte d'une manière grandiose et inaltérable la part que nos ancêtres ont prise dans 3 faits héroïques, Saint-Jacques, Grand-Sang et Morat. Ce sont 3 batailles livrées par les Suisses qui sont très importantes pour l'identification, pour l'identité nationale à cette époque. Il continue en disant « L'œuvre de ce chantre national demeurera comme un monument historique. Il fera battre le cœur des générations futures. La nôtre n'est point oublieuse, elle a érigé une statue à son auteur. Il y aurait un autre monument à lui élever encore, ce me semble, ce serait une réédition de ces pages héroïques. Pages héroïques, je le répète, que tous devraient lire, on en sort plus fort et meilleur. » Donc, ils feront une réédition du texte, encore une fois, et puis ils vont aussi édifier une statue d'Hugues de Pierre, qui est le meilleur des chanoines chroniqueurs de la fin du XVe siècle, qui nous signe la chronique des chanoines. Ce chanoine orne la façade de la bibliothèque publique et universitaire, qu'on appelait autrefois Collège latin, qui est le premier édifice public qui rassemblait écoles, collèges, bibliothèques et musées. Donc vraiment le temple de la culture neuchâteloise au XIXe siècle. Donc vous l'aurez compris, au XIXe siècle, la chronique connaît une immense popularité qui se matérialise carrément dans le quotidien des gens, en tout cas au moment des anniversaires ou lors des commémorations historiques. Elle met en fait en exergue un genre de passé qui ne peut que servir, après 1848, quand la jeune République neuchâteloise, fraîchement sortie de ses révolutions, fraîchement indépendante de son souverain, le roi de Prusse, qui ne renoncera qu'en 1857 à ses droits, eh bien, quand cette jeune République se cherche une identité, un passé glorieux et commun avec les Suisses pour oublier les dissensions récentes entre monarchistes et républicains, eh bien, la chronique des chanoines vient tomber absolument à point. Cette identité doit être helvétique. L'inclusion dans la Suisse est une affaire récente qu'il faut encore défendre. Et pour ça, la chronique est vraiment un texte parfait, parce que notamment les extraits en ont été soigneusement sélectionnés à cette fin même par Samuel de Purie, on l'a vu dans le texte d'introduction. Malheureusement, ni la chronique des chanoines, ni les mémoires de Momolin ne sont authentiques. Et c'est là, d'un point de vue littéraire, que l'on peut commencer à admirer le génie de cette construction qui va tromper son monde pendant un bon siècle. 2 historiens neuchâtelois sont passés avant moi, Arthur Piaget et Jules-Jean Jacquet, qui ont tous 2 été archivistes de l'État à un moment ou à un autre. Le jeune professeur, à ce moment-là, Arthur Piaget, le premier, en 1895, explique publiquement qu'il doit s'agir d'une supercherie. Il se base sur une analyse surtout lexicographique. Les mots employés par les chanoines sont souvent des apax, des premières mentions, qui ne réapparaissent ensuite qu'au XVIe-XVIIe siècle. D'autres sont de purs italianismes, voire des inventions fantaisistes. C'est un peu le langage des visiteurs plutôt que d'être du vrai français médiéval. Piaget explique aussi que le ton et les sujets des chanoines sont invraisemblables, ils n'ont rien à voir avec le style analytique médiéval. Ces chanoines neuchâtelois écrivent beaucoup trop bien. Ils analysent la politique comtale, expriment leurs sentiments, laissent leur ego transparaître. Bref, ils n'écrivent pas du tout comme des clercs des XIV-XVe siècles. Sans compter encore que certains faits rapportés sont incohérents avec toutes les autres chroniques médiévales qui sont par ailleurs attestées, avec des erreurs de date, etc. Arthur Piaget va se heurter, malgré son argumentation, à de très vives oppositions sur la scène d'abord historique, mais aussi politique du canton, ce qui montre l'importance du texte dans la culture locale. Certains patriotes n'apprécient pas du tout que l'on puisse péremptoirement remettre en question le passé, et les débats dégénèrent en disputes pas forcément cordiales. Les célébrations de 1898, donc 3 ans après qu'Arthur Piaget s'exprime sur le sujet, préfèrent ne pas tenir compte de cette remise en doute, et c'est à cette époque que justement la pièce Neuchâtel suisse voit le jour, et elle s'inspire fortement de la chronique des chanoines. Un second historien, Jules-Jean Jacquet, va faire tomber les mémoires de Momolin en 1928
parce que justement, l'argument est que si ce texte a également utilisé le manuscrit qui n'existe pas, soit le manuscrit est réel, soit les mémoires sont aussi fausses. Et donc, il parvient à la conclusion que les morts de Beaumoulin sont aussi un texte, sont aussi une supercherie. Et surtout, Jean Jacquet va émettre l'hypothèse que justement, aucun des auteurs qui se cachent derrière ces textes, aucun des auteurs auxquels on attribue ces textes, plutôt, ne sont les bons auteurs. Hugues de Pierre n'a jamais existé. Le chancelier de Montmolin n'a pas écrit les mémoires du chancelier de Montmolin, et Samuel de Purie n'a même pas trouvé un manuscrit. C'est un autre personnage qui se cache derrière tous ces textes et tous ces noms. Et ce personnage, c'est Abran de Purie. Au cours de ma recherche, j'ai eu l'occasion, il faut bien dire le plaisir, de pouvoir explorer les papiers et les documents de ce personnage sous toutes leurs coutures. Mes questions ont été qui était ce personnage, ce faussaire, dans quel courant politique se situait-il, est-ce que le contexte de l'époque justifiait une telle démarche, comment a-t-il procédé, toute une série de questions qui ont trouvé, je crois, leur réponse et dont je vais tenter de donner un bref aperçu. Donc, qui est cet Abran de Purie que Jules Jean Jacquet soupçonnait, mais dont il ne pouvait pas prouver la culpabilité à l'époque? Ce personnage est né en 1724, il est mort en 1807. Sa vie s'inscrit donc dans la période prussienne de Neuchâtel. Dans sa jeunesse, Abran de Purie s'était engagé dans un régiment mercenaire suisse au service du roi de Sardaigne. Il est grièvement blessé en 1744, ce qui l'oblige à se retirer du service. Il rentre à Neuchâtel et se consacre à ses affaires. Il conserve un très mauvais souvenir de la guerre. Mais en 1748, à 24 ans, il est nommé lieutenant-colonel des milices du Val de Travers, qui est une région frontalière. Par la suite, il va devenir conseiller d'État, grâce à un coup de pouce d'un ami que vous connaissez sans doute, parce que ce n'est autre que Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau s'en flatte dans ses confessions. Il dit « Tandis que la populace me couvrait de fange, je faisais un conseiller d'État. » Les deux hommes sont amis, ils forment un trio avec un autre individu fortuné, Alexandre du Pérou, avec qui ils partent notamment herboriser. Ce sont des personnages des œuvres de Rousseau. Jusqu'à l'intervention de Rousseau, Abran de Purie n'était pas très bien vu des autorités parce qu'il a déjà fait parler de lui sur la scène publique en 1758 dans une affaire de querelle religieuse, où il s'était déjà posé comme défenseur de la bourgeoisie face au prince. Abran de Purie, malgré le fait qu'il soit conseiller d'État, semble éprouver des difficultés à exécuter les volontés du roi de Prusse, ce qui est pourtant attendu d'un conseiller d'État. En 1767, il va être disgracié suite à un conflit majeur sur la fiscalité du pays. Les événements à cette époque-là prennent des airs de révolution à Neuchâtel. La bourgeoisie de la ville entre en opposition à la réforme de la fiscalité. Le roi de Prusse, qui considère son autorité bafouée, demande à Berne d'exercer un droit de judicature. Un procès a lieu et l'avocat général du roi, bien que membre de la bourgeoisie, accuse la ville de Neuchâtel d'être rebelle à son souverain et d'entraîner derrière elle l'ensemble des corps et communautés de l'État. Comme la bourgeoisie de la ville est réticente à accepter la sentence défavorable de Berne, Berne rassemble de nouveau des hommes à la frontière du pays et s'apprête à occuper le pays. À cette époque-là, la France s'active, elle ne semble pas être pour rien dans cette affaire, puisqu'un de ses agents, le baron de Toth, arrive à Neuchâtel, secrètement, chargé d'espionner les affaires neuchâteloises, d'opérer un mouvement en faveur de la France, ou même de rendre le pays complètement indépendant. Ces tensions dégénèrent jusqu'au meurtre de l'avocat Godot, qui avait été nommé lieutenant-gouverneur il y a peu. Et suite à cet incident des plus graves, un corps de 600 hommes des 4 cantons combourgeois occupe Neuchâtel sur requête du roi de Prusse. Une fois la ville désarmée, le nouveau gouverneur établit un acte de pacification. C'est la fameuse affaire des fermes, probablement l'un des épisodes les plus violents d'une histoire neuchâteloise qui, sinon, est généralement exempte d'effusion de sang.
Alors Brandpury n'est pas directement responsable de cette agitation. Par contre, en fréquentant Rousseau, c'est quelqu'un qui se préoccupe de ce qu'on appelle aujourd'hui l'opinion publique et qui sait l'influencer. Il est alors de plus en plus mal vu par les autorités pour avoir publié des mémoires et des pamphlets assez violents, dont certains sont encore consultables en bibliothèque aujourd'hui. Avant cela, il faut dire qu'à Brandpury, outre la critique face au régime établi, la réaction aux affaires courantes et sa propre disgrâce, a écrit certains papiers qui vont très loin pour défendre l'indépendance de Neuchâtel. Il a notamment laissé un mémoire contenant les motifs et les moyens de convertir la principauté de Neuchâtel en République suisse. Son but est clairement défini. Il nous dit ceci: affranchir le pays de Neuchâtel et Valangin de la domination d'un prince, convertir cette principauté en une République suisse sous la forme la plus analogue aux droits constitutifs des diverses parties de l'État. Tel est le sujet d'une rêverie. Ce mémoire aurait, selon son auteur, été rédigé en 1768 pendant l'occupation de Neuchâtel par les troupes des 4 cantons et à la suite de l'affaire des fermes. L'ambassadeur de France aurait eu connaissance du projet et aurait même offert d'avancer de l'argent pour le soutenir. Comme je l'ai dit, il y a des agents secrets de la France à ce moment-là et l'affaire n'est pas tout à fait invraisemblable, mais on se méfie des dires d'un faussaire. On a tout de même dans les archives d'Brandpury une masse de correspondances entretenues à l'époque avec les émissaires des cantons suisses, notamment Fribourg et Lucerne, ce qui tend à faire penser que ce mémoire a bel et bien circulé et fait couler de l'encre au-delà des frontières du pays. Cette activité littéraire séditieuse, qui n'émane pas que de la plume d'Brandpury, constitua en fait à l'époque un véritable sujet de préoccupation pour les représentants du prince à Neuchâtel. En témoigne une prescription de Lentulus, le gouverneur, au châtelain, maire, etc., du 7 novembre 1768, qui stipule que tout bourgeois, sujet ou habitant de quelque qualité et condition qu'il soit, qui s'avisera à l'avenir d'imprimer ou de faire imprimer, même de débiter ou répandre des pièces anonymes qui rouleraient sur des matières d'État, en sera recherché et puni avec la dernière rigueur. Rien n'a plus contribué à en imposer au peuple, à aliéner et échauffer les esprits et à les porter aux excès auxquels on s'est livré, que les écrits et libelles anonymes dont ce pays a été inondé pendant ces derniers troubles. Voici donc dans quel contexte immédiat, très tendu, une plume comme celle d'Brandpury a pu se développer et tenter d'influencer les opinions et les événements. Il faut dire que ces mesures ne vont pas empêcher Brandpury de rédiger un nombre considérable de pamphlets, mémoires et autres écrits politiques, et surtout de se lancer dans une activité de faussaire des plus étonnantes. Arthur Piagel en accusait déjà. Brandpury a peut-être bien commencé tout cela d'abord à titre personnel. On trouve un certain nombre de pièces dans ces archives qui visent à entretenir des fictions familiales d'anoblissement qui sont bien plus maladroites que les œuvres qui ont marqué l'histoire neuchâteloise. Et je ne résiste pas à vous montrer cet acte-là, qui est un acte bien authentique, mais dont vous pouvez apercevoir quelques étrangetés ici. Vous voyez ces taches rouges. J'agrandis. Donc on peut voir en fait que l'encre originale a été effacée avec un acide et que le nom de Pury, avec une graphie vieillotte, a été rajouté. Mais l'encre a ensuite réagi avec l'acide utilisé pour effacer l'encre précédente, ce qui révèle de façon bien ironique la falsification aujourd'hui. Ce sont des essais un peu maladroits, sur lesquels il n'y a pas forcément lieu de s'étendre, mais qui semblent arriver assez tôt dans le travail d'Brandpury. En fait, il semble avoir travaillé, comme il dit au travers de la voix du pseudo-Samuel de Pury, dont nous avons vu plutôt le récit de la découverte. Brandpury furetait donc bel et bien partout pour ramasser des matériaux. Il a en fait réalisé d'extensives recherches historiques, dont il a laissé de nombreux brouillons, et dont certains matériaux se retrouvent en fait plus tard dilués dans différentes œuvres apocryphes, comme la Chronique d'une part et les Mémoires de Montmolin d'autre part. Alors, lorsque je me suis lancé à l'attaque de ces archives, j'espérais trouver tout bêtement un brouillon de la Chronique des Chanoines, mais tel n'est pas le cas, parce qu'Brandpury écrit presque toujours dans la fiction,
Même lorsqu'il prend la plume en son propre nom, il en profite pour semer le trouble. Par exemple, il a publié un mémoire sur la gestion des forêts du pays, tout à fait économique et c'est tout, mais il va quand même antidater ce mémoire et puis il va parler du manuscrit des mémoires de Montmolin. Donc il profite même d'écrits totalement anodins pour semer le doute, le trouble, etc. et semer les germes qui permettent à ces écrits de trouver un terrain fertile. Une pièce en particulier est intéressante, il s'agit de la notice du chancelier Georges de Montmolin sur les offices du comté de Neuchâtel, qui est un manuscrit dont le titre est à rapprocher du titre original des mémoires du chancelier de Montmolin, qui était la notice sur le comté de Neuchâtel en Suisse. Et ce texte-là est très intéressant parce qu'il présente des notices sur différents personnages, dont une sur Georges de Montmolin, alors que le texte est censé être attribué à Georges de Montmolin, ce qui est un petit peu étrange. Et puis, si on analyse un peu la façon de procéder, on voit qu'il y a de nombreuses ratures et que, en fait, l'auteur cherche à mettre en scène différentes couches de travail sur le manuscrit, différentes périodes chronologiques et différentes mains qui auraient touché. Il prépare donc une supercherie de manière complexe. Et puis dans ce manuscrit qui offre justement ce genre de phénomène, on trouve une des notes qui s'apparente le plus à un aveu. C'est que vous avez la liste des prétendus chanoines de la collégiale de Neuchâtel, et à la fin de cette liste, tout en bas, si j'agrandis, vous avez « il faudrait encore quelques chanoines vers les commencements ». Il faut que j'en invente encore quelques-uns. Juste en dessous de ce que j'ai agrandi, on peut lire Jacques Bayot, là, cette liste, et c'est indiqué que ces chanoines embrassèrent la Réformation en 1530, se marièrent et eurent postérité. Tout est bien qui finit bien pour ces chanoines, même après la Réforme. Alors maintenant, quels sont les motifs de ce personnage à Brandpury? Il y a derrière ces œuvres un travail colossal, ce n'est pas qu'un simple hobby. On a vu qu'à Brandpury était véritablement une sorte d'activiste politique. Jules Jean-Jacques a imaginé qu'à Brandpury ait rédigé tous ses textes durant sa disgrâce, mais il y a des éléments qui permettent, je crois, de changer d'opinion et de préciser le contexte de rédaction. En fait, il semble que l'entreprise d'écriture des textes apocryphes de Pury doit être étroitement liée aux négociations des années 1776 à 78 pour l'inclusion de Neuchâtel, à l'occasion du renouvellement d'alliance générale entre les corps helvétiques et la France. En effet, après la signature du traité d'alliance, le 28 mai 1777, sans admission de nouveaux alliés et sans surtout que Neuchâtel ne figure dans le traité, le Conseil d'État de Neuchâtel ne désespère pas de modifier les choses et connaissant l'influence de la France sur les cantons catholiques qui ont refusé, il décide d'en appeler à une plus haute diplomatie. On écrit alors au roi de Prusse. Le roi donne suite, fait jouer son ministre à Paris, auquel Louis XIV va donner une fausse réponse en disant qu'il est disposé à inclure Neuchâtel dans l'alliance si... c'est pas Louis XIV, excusez-moi, c'est Louis XV à l'époque, je pense. En disant qu'elle est disposée à inclure Neuchâtel dans l'alliance si tous les membres du corps helvétique le demandent. Or, à cette époque, justement, les cantons catholiques sont étroitement liés à la France et leurs représentants sont très sensibles au présent des ambassadeurs français. Ce qui fait, selon les notes de certains diplomates de l'époque, que la France était assurée d'empêcher l'unanimité requise aussi longtemps qu'elle le voudrait, et elle se contente ainsi de sauver les apparences d'un refus sur la scène internationale. Ce mensonge change par contre la façon de procéder des Neuchâtelois. On ne sait pas vraiment s'ils sont dupes de la manœuvre du roi de France ou s'ils préfèrent y croire. Il n'empêche que dès ce moment-là, la plupart des efforts diplomatiques du Conseil d'État sont tournés vers les cantons catholiques. Les recherches sur l'indigène helvétique de Jérôme Emmanuel Boivre, chancelier d'État, dont je vous ai montré la première page, paru en 1778, sont l'une des pièces de ce ballet de mémoire et de correspondance qui s'engage alors. Et dans les papiers d'Abrand-Pury, on trouve un document très intéressant
intitulé « Observations fournies à Monsieur le lieutenant-colonel Perregaux avant son départ pour Soleure au sujet de l'inclusion de Neuchâtel au traité d'alliance entre la France et les Suisses en 1777 ». Donc, ce François-Frédéric Perregaux est un collègue d'Abraham-Pury puisqu'il est lieutenant-colonel d'une autre région frontalière et c'est un individu qui a des liens avec la France et qui sert apparemment d'interlocuteur avec l'ambassadeur français. Ces observations à Perregaux prennent la forme d'une sorte de vade-mecum pour le diplomate neuchâtelois de l'époque qui présente des réponses toutes faites aux objections qui pourraient s'élever contre l'inclusion de Neuchâtel dans l'alliance avec la France de la part de certains cantons. Le ton est très paternaliste et très prévoyant. Il nous dit ceci. « Et bien qu'il soit moins question aujourd'hui de prouver que nous sommes Suisses reconnus constamment comme tels, et par la France et par le corps helvétique, que de faire voir à certains cantons qu'ils ne peuvent nous déjeter sans méconnaître nos justes droits et ce qu'ils se doivent à eux-mêmes pour leur propre avantage, il est toutefois absolument nécessaire d'avoir sous sa main, à tout événement, quelques lumières historiques et diplomatiques sur notre indigène helvétique et immémorial. Et comme sur cette matière, il s'agit moins de raisonnement que de faits, n'hésitez pas, lorsque l'occasion l'exigera, de sortir votre papier pour citer le fait historique ou le trait diplomatique dont vous aurez besoin. Donc de ces faits historiques si utiles, Abraham-Pury en donne des exemples. Dans ce même manuscrit, des exemples qui se trouvent ensuite dans la chronique des chanoines, sous la plume des soi-disant chroniqueurs médiévaux. Il compose donc vraisemblablement la chronique des chanoines peu de temps après ceci. On est très loin des thèses républicaines radicales qu'il soutenait en 1768 dans son mémoire pour faire de Neuchâtel une république. Ici, c'est un objectif réaliste, il faut faire inclure Neuchâtel dans l'Alliance. En conclusion, j'espère avoir pu donner aujourd'hui un aperçu de la ligne politique cohérente qui a pu animer un homme tel qu'Abraham-Pury, le pousser à se lancer dans son ambitieuse entreprise de faussaire, convaincu que le salut de Neuchâtel à l'époque passe par le rapprochement avec la Suisse. C'est un homme qui donc a finalement eu une influence assez importante sur l'histoire du pays de Neuchâtel parce que ses textes ont marqué la postérité et ces textes continuent aujourd'hui encore de parfois contaminer les ouvrages de vulgarisation ou de poser des problèmes aux chercheurs qui travaillent sur l'histoire médiévale neuchâteloise mais aussi suisse voire parfois européenne. Pour une bonne raison, c'est qu'il y a derrière ces falsifications un travail important de recherche, un appui prise sur des bases réelles de bonne foi, dont les fautes sont parfois non pas des inventions, mais des fautes qui sont extraites d'autres chroniques médiévales. À la lueur de tout ceci, la chronique des chanoines devrait donc apparaître avant tout comme un texte de propagande politique et diplomatique, dont la genèse est indissociable d'un contexte historique et politique complexe, ce renouvellement de l'Alliance de 1777 et ses suites. La chronique des chanoines avait principalement pour but d'inscrire les Neuchâtelois dans une histoire déjà mythique, celle de la Suisse, en faisant participer les Neuchâtelois aux grandes batailles fondatrices de l'Alliance du corps helvétique et gagner par une fiction, ou du moins une amplification de l'histoire, une place au sein de cette confédération helvétique. Je vous remercie beaucoup.